Bonjour, je me présente, je m'appelle Kari Abdelrahim, je suis professeur à la faculté de droit de Marrakech, département de gestion. Je suis membre du groupe de recherche Nouvelles pratiques de gestion. Alors, le cours de management général, c'est un cours qui est destiné aux étudiants des semestres 2, filière économie-gestion. Alors, ce cours-là peut être enseigné de deux manières, deux démarches. La première consiste à enseigner cette matière à partir de ces techniques, de ces outils, de ces méthodes. On peut enseigner les techniques de motivation, les techniques de responsabilisation, les techniques d'animation, etc. Alors là, on est beaucoup plus sur le comment du management, comment manager les gens, entre parenthèses, comment gérer les gens. Donc, j'utilise cette notion de gestion et j'expliquerai par la suite en quoi elle est différente du mot management. Donc là, c'est la première méthode. Elle est axée sur le comment. À côté de cette méthode-là, il y a une autre, mais qui est axée essentiellement sur les objectifs du management. Ça veut dire enseigner le management, expliquer le management à partir de ses objectifs. Alors là, on n'est plus dans le comment, mais on est dans le pourquoi. Cette deuxième méthode-là nécessite une certaine distance par rapport au management, donc on prend du recul, on se retire un peu et on regarde le management comme étant un sujet d'étude. C'est quoi le management? Alors, cette deuxième méthode, c'est celle que nous choisissons dans cet enseignement-là pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, il me paraît que c'est une méthode qui est adaptée à l'esprit universitaire, à l'esprit scientifique. Il permet à l'étudiant de poser des questions et d'en déduire des réponses. Et deuxièmement, parce que le management, c'est une science, certes, mais c'est une science composée de plusieurs sciences. Je m'explique. Le côté scientifique du management, c'est essentiellement la contribution des sciences comme l'économie, la sociologie, la psychologie, et c'est ça qui fait du management une science. Alors, pour étudier le management, il faut bien entendu prendre un peu de recul et essayer de l'expliquer à partir de ces sciences. Cette deuxième méthode essaie d'expliquer le pourquoi du management. Et pourquoi le management? Donc là, c'est une question essentielle. Pour répondre à cette question, et d'habitude, on fait la différence entre le management classique et le management moderne. Donc, qui dit classique, moderne, ça veut dire entre les deux, il y a eu une certaine évolution. Donc, forcément, on est dans une approche historique. Expliquer le pourquoi du management, maintenant, c'est expliquer le pourquoi du management classique et expliquer le pourquoi du management moderne. Sachant bien que au management classique, et là, c'est fondateur. Généralement, je ne vais pas remonter jusqu'à Adam Smith, mais je vais remonter jusqu'à Taylor. Donc, Taylor, c'est le père fondateur du management classique. Le management moderne, on parle aussi, par exemple, Peter Drucker comme étant le père du management moderne. Donc, entre les deux, il y a eu une certaine période historique. Et chaque management correspondait aux problèmes posés dans son époque. Donc si je veux apporter une réponse à la question le pourquoi du management, il faut tout d'abord spécifier de quel management parle-t-on. Donc si on parle du management classique, alors là, le management classique, c'est une discipline qui a apporté des solutions posées dans un contexte classique. Le management moderne, là, c'est le management que nous vivons actuellement, donc il apporte des solutions à des problématiques posées actuellement. Très bien. Je vais remonter un peu dans cette introduction jusqu'à l'organisation scientifique du travail, parce que là, c'est le mode d'organisation
qui a donné naissance à cette forme du management classique, et pour voir un peu quelles sont les questions qui ont été posées. Ça, on va le voir dans le premier chapitre de cette présentation. Donc le plan. Le plan qui est adopté dans ce cours se divise en deux parties. Donc il y a un chapitre introductif sur l'environnement général de l'entreprise pour légitimer un peu le recours au management. Une première partie sur les principes et les fondements du management. Donc qu'est-ce qui fonde le management, sur quoi il se base. Autrement dit, c'est le côté scientifique du management. Donc c'est l'apport de la sociologie et de la psychologie au management. Et un troisième chapitre sur les styles de management ou les manières de gérer. La deuxième partie, alors là, on est beaucoup plus dans le côté pratique du management. On va traiter les outils du management, donc le leadership, direction par objectif, la communication interne, la motivation, etc. Donc deux grandes parties. Une partie qui va traiter les fondements scientifiques du management et une deuxième partie qui va traiter des côtés pratiques du management, tout en suivant un fil conducteur qui est l'évolution de l'environnement. Pourquoi? Parce que justement, le management répond à des problématiques contextuelles, ça veut dire qui découlent d'un contexte particulier. Chapitre introductif, l'environnement de l'entreprise. Pourquoi j'ai appelé ce chapitre introductif l'environnement de l'entreprise? Pour voir justement les caractéristiques de l'environnement de l'entreprise et quels sont les problèmes qui se posent dans cet environnement et comment ces problèmes se répercutent sur le management. Se répercutent, ça veut dire dans la mesure où le management essaie d'y apporter des solutions et essaie d'apporter des réponses, de résoudre les problèmes posés dans ce contexte-là. Le contexte de l'entreprise, comme j'ai dit au début, donc il faut faire la distinction entre deux contextes. Un contexte classique, donc là c'est le management classique, et le contexte actuel, là c'est le management moderne. La question centrale à laquelle on va essayer de répondre, c'est quels sont les problèmes posés dans chacun de ces deux contextes et qu'est-ce que le management propose comme solution. Contexte de développement du management classique. Alors, je vais me limiter à l'organisation scientifique du travail et avec Taylor. L'objectif c'est quoi? Donc l'objectif c'est de voir quelles étaient les caractéristiques de ce contexte et quels étaient les principaux problèmes posés. Si je fais un petit rappel par rapport au cours de l'économie et de l'organisation de l'entreprise des semestres 1. Ce qu'on a vu dans l'organisation scientifique du travail, c'était un mode d'organisation scientifique. Je vais expliquer pourquoi on l'appelle scientifique, qui a été adopté dans un contexte particulier. Ce contexte particulier se caractérisait en fait par 4 éléments importants. Tout d'abord, à l'époque de Taylor, le travail dans les entreprises se faisait d'une manière particulière. Autrement dit, les caractéristiques qui caractérisaient cet environnement-là faisaient qu'il y avait un conflit permanent entre les patrons, les propriétaires et les ouvriers. Dans le sens où le travail se faisait par les ouvriers en se basant sur leur expérience,
sur leur professionnalisme, sur leur métier. Il se faisait d'une manière empirique, traditionnelle, et les connaissances se transmettaient d'une manière orale, pragmatique. Autrement dit, l'ouvrier dans le contexte de Taylor, avant l'OST, c'était un professionnel, c'était un ouvrier qualifié qui maîtrisait son travail et qui était responsable de son travail et qui déterminait le rythme de son travail. Donc il était, je dirais, autonome, libre dans son travail, indépendant dans son travail. Deuxième caractéristique, c'est que les employeurs ignoraient carrément le temps nécessaire pour exécuter un travail. Donc ils n'avaient aucune idée, ou presque, sur le temps nécessaire pour exécuter le travail. Là, c'est un point qui est très important. Troisième élément, chaque spécialité, chaque métier reposait sur la transmission orale d'un ancien vers un apprenti. Donc on apprenait sur le tas et d'une manière orale qui se transmettait d'un ouvrier ancien vers un nouveau recrue. Quatrième caractéristique, c'est que les problèmes qui se posaient dans les ateliers, ça veut dire les problèmes qui se posaient dans le travail, sont confiés aux ouvriers. Ça veut dire que ce sont les ouvriers qui prennent en charge la résolution des problèmes posés. 4 caractéristiques principales qui font que les patrons ont des objectifs particuliers et les ouvriers travaillent d'une manière particulière. Donc c'était un conflit permanent et une tension permanente. Je me rappelle d'un texte que j'ai présenté la dernière fois durant le cours du semestre précédent et qui parlait des conditions qui prévalaient avant l'organisation scientifique du travail. Le texte commençait par, pour comprendre l'ampleur de la révolution qui a été introduite par Taylor, il faut connaître les conditions qui prévalaient avant l'organisation scientifique du travail. Et il produit un exemple d'un ouvrier qui travaillait dans un atelier et d'un directeur qui faisait sa tournée journalière dans l'atelier. Ce directeur-là s'est arrêté devant un ouvrier, c'était dans une forge, il travaillait dans une forge. Il s'est arrêté pendant un certain temps pour regarder comment le travail se faisait. L'ouvrier a manifesté son mécontentement, il a refusé cette situation et cette affaire s'est développée et jusqu'à devenir une affaire de toute l'entreprise. Le syndicat s'est intervenu auprès des directeurs et a exigé de lui des excuses et que cette observation du travail, ce contrôle direct du travail ne doit pas se répéter. Donc c'était là la situation. C'était un conflit permanent entre des travailleurs et des patrons. Les travailleurs avaient intérêt à diminuer la cadence du travail, ce que Taylor appelait la flânerie systématique, ça veut dire la perte de temps, parce qu'ils avaient intérêt à travailler peu. En tout cas, ils sont payés, mais la productivité et l'augmentation de la cadence risquent, en tout cas, ce que les ouvriers voyaient dans le temps, c'était une menace pour eux de licenciement et de cadence de plus en plus grande du travail. Donc, ils avaient intérêt à travailler à leur rythme, à travailler d'une manière
lente et d'une manière qui n'est pas toujours au profit de l'entreprise. Les patrons avaient des objectifs bien clairs, donc c'est la rentabilité, c'est le profit, mais ils n'avaient aucun contrôle sur les ouvriers. Ils n'avaient aucun contrôle sur les ouvriers, parce que les ouvriers c'était des ouvriers qualifiés, des gens qui avaient des métiers, des professions. Cette situation qui prévalait dans les entreprises n'était pas avantageuse pour les patrons. Elle n'était pas aussi favorable pour l'augmentation de la production et de la productivité. Or, l'environnement de la fin du XIXe siècle, c'était un environnement qui présentait plusieurs opportunités. Donc c'était la deuxième révolution industrielle, c'était l'époque du développement du transport maritime, c'était les bateaux à vapeur, c'était l'époque de développement des communications, c'était une époque où il y avait beaucoup de découvertes scientifiques sur tous les plans. Donc l'accès au marché, l'accès aux matières premières, c'était à la portée des entreprises. Il fallait juste changer les modes d'organisation. C'est intervenu alors Taylor avec une méthode scientifique. Scientifique, ça veut dire neutre, légitime. Ça veut dire, il va dire au patron, cessez votre despotisme et votre autorité. Et il va dire aux ouvriers, cessez votre flânerie systématique. On va trouver une méthode qui va concilier entre les intérêts des ouvriers et les intérêts des patrons. Cette méthode, c'est quoi? C'est la science. Donc, elle a fait appel au chronométrage des tâches. Donc, elle a commencé à éliminer tout le temps qui n'était pas nécessaire pour la production, donc tout le gaspillage. Et il a proposé un rendement convenable dans son atelier en adoptant un meilleur type d'organisation industrielle basée sur des études scientifiques du temps nécessaire. Il produit dans le cours de l'année dernière, du semestre dernier, pas mal d'exemples concrets qui montrent comment il a procédé pour arriver à cette organisation du travail. Bien entendu, l'augmentation, elle a augmenté, l'augmentation de la productivité s'est améliorée, le rendement des machines s'est amélioré, la rentabilité s'est améliorée et les salaires aussi sont augmentés, mais la nature du travail, elle a changé. Donc, Taylor, au début de l'organisation scientifique du travail, s'est confronté à une résistance des ouvriers qui n'acceptaient pas cette situation. Donc, pas tout le monde était d'accord, mais il y avait une certaine résistance par crainte justement que l'augmentation du rendement et de la productivité ne se traduit par des licenciements. Mais aussi les cadres. Les cadres ont refusé cette nouvelle organisation. Réaction, donc c'était licencier, congédier, diminuer le prix du travail à la pièce parce que le travail s'était fait à la pièce, embaucher de nouveaux ouvriers et l'environnement était favorable. On est dans les grandes phases de migration de l'Europe vers les États-Unis, donc ces ouvriers étaient dans des situations précaires et acceptaient tout le travail qu'on leur proposait et c'est comme ça qu'on a changé un peu la culture de métier qui existait chez les anciens. Bon, le problème
problème qui a été posé, ce qui nous concerne nous, c'était un conflit permanent entre des ouvriers et des patrons. L'organisation scientifique du travail comme mode de management moderne dans le temps, c'est intervenu pour résoudre cette question-là. Donc, on a imposé aux ouvriers une journée loyale de travail, ce que Taylor appelle la valeur juste d'une journée loyale de travail. Le rendement des machines il a augmenté, la rentabilité et la productivité ont augmenté, mais cette organisation a posé un certain nombre de problèmes. Quels sont maintenant les principes de ce management-là? Il y a au moins 4 principes. On va les comprendre comme étant 4 solutions apportées pour ce management-là pour résoudre le problème posé. Premièrement, c'est le principe de la tâche individuelle. Donc, fini l'ouvrier qualifié, on va parler maintenant d'un ouvrier spécialisé qui fait une tâche individuelle, qui fait une seule tâche de tout un processus de travail. On a besoin d'un ouvrier spécialisé. Deuxième principe de ce management classique-là, c'était la sélection et l'entraînement des ouvriers. Autrement dit, chaque tâche correspond à un profil d'aptitude bien déterminé. Troisième principe de ce management classique-là, c'était le contrôle et l'encouragement. Donc le contrôle était un contrôle permanent, mais à côté des contrôles, il y a l'encouragement. Et l'encouragement, c'était essentiellement par les salaires et par l'augmentation des salaires. Donc là, on est dans le modèle d'une motivation par le bâton ou la carotte. Donc on est dans la peur de la contrainte et l'avantage de bénéficier d'une augmentation de salaire. Quatrième principe important, sur lequel se basait ce management classique, c'était la séparation entre les tâches de conception et les tâches d'exécution du travail. Donc, on n'est plus dans l'environnement où l'ouvrier prend en charge son travail, résout les problèmes posés dans son travail, mais on est plutôt dans un environnement où il y a quelqu'un qui pense et quelqu'un qui exécute. Donc la séparation du travail, la division verticale et la division horizontale du travail. Donc il faut un homme occupé uniquement à préparer le travail, donc ce sont les bureaux de méthode, et un autre chargé uniquement d'exécuter ce travail. C'était là les principaux principes de ce management. Bien entendu, ce modèle-là, il a eu des avantages, comme il a eu des inconvénients, qu'on peut citer comme avantage l'augmentation de la productivité, l'augmentation de la rentabilité. Là, c'est des côtés des patrons et aussi des ouvriers, mais il y a quand même des points négatifs qui sont le travail est devenu spécialisé, donc il y a une déqualification des ouvriers, et aussi le travail est devenu un outil de domination, donc l'ouvrier il est maintenant dominé par le travail et contrôlé d'une manière permanente. Donc il y a eu cette situation-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce management-là, ou bien les principes de ce management-là, sont inscrits dans l'organisation elle-même. L'organisation scientifique du travail comprend en elle-même les outils de coercition, donc les outils de domination de l'ouvrier. Donc l'ouvrier n'est plus libre, une fois dans l'organisation scientifique du travail, il doit se soumettre aux mécanismes de contrôle, de surveillance, de motivation, entre parenthèses, qui sont dans l'organisation elle-même.
Donc là, c'est le contexte de l'organisation scientifique du travail, et c'est là le management classique qui répond à aux questions posées dans cet environnement-là. Passons maintenant, bien entendu, ce modèle de l'organisation scientifique du travail a été complété par d'autres modèles, comme par exemple le Fordisme, qui n'a fait qu'aggraver un peu la situation et aggraver l'aliénation de l'ouvrier au travail, en faisant recours par exemple au travail à la chaîne, à la standardisation des produits, etc.